un employé spécialisé qui travaille à Dijon, en anesthésie réanimation et chirurgie cardiaque. Aujourd'hui, on va parler finalement de stratégie sur la gestion analgésique. Voici mes conflits. Et la première chose, c'est de comprendre ce que c'est qu'une stratégie. Donc, notamment dans le cadre d'un protocole ERAS, ne pas l'appliquer bêtement à un protocole qui est le même pour tous. Une stratégie, c'est en fait établir un plan d'action. Un plan d'action qui va être basé par rapport à des objectifs. Les objectifs, en l'occurrence, vont être de prendre en charge la douleur chez les patients. Et tout cela en appliquant des recommandations basées sur les données de la science, mais aussi en mettant en avant un peu de votre art. Parce on est médecin, et je pense qu'il ne faut pas rester bête et méchant en appliquant que ce qui est démontré, mais il y a aussi notre pratique du quotidien qui apporte beaucoup. Et donc, la première chose, c'est qu'est-ce que la douleur? La douleur, c'est pas simplement avoir mal sur les doigts, c'est un ensemble de systèmes qui nous permet d'interagir avec l'environnement. Il va y avoir des récepteurs au niveau du site opératoire, puis il va y avoir une transduction de ce signal qui va être conduit par le système nerveux végétatif, il va être modulé dans sa transmission et finalement il va être intégré au niveau. Et nous, ce qu'on va devoir faire, c'est agir sur ces différents stades, ces étapes de la gestion de la douleur. Alors la douleur, ce n'est pas que avoir mal. La douleur, elle a des effets. Elle a des effets sur tous les systèmes, sur tout le corps humain. Elle a des effets cardiovasculaires. Ça va augmenter la consommation de carburant en oxygène. Ça va avoir une activation sympathique. Ça va avoir des effets sur la respiration. Ça va la gêner. Les patients vont diminuer leur volume courant, avoir une capacité vitale moins importante. Pareil sur le plan absolu, ça va entraîner des virus. Ça va entraîner des effets immunomodulateurs. Ça va aussi entraîner tout un aspect sur le plan neurocognitif qui vont être en aigu, la confusion post-opératoire, les troubles cognitifs, mais aussi à moyen et long terme. Et on sait très bien que le patient qui a mal, c'est un patient qui, à long terme, risque d'avoir mal et d'avoir d'autres problèmes. Donc, vous voyez, c'est pas juste aïe, j'ai mal. Le fait de mettre en place une stratégie pour la douleur, c'est prendre en compte toute cette dimension qui a un sens dans le cadre de la réaction. Et donc, déjà, qu'est-ce que la douleur sur le cardiaque? Alors, moi, j'ai une particularité, je suis dans un centre où on fait de petites anatomie. Et donc, il faut bien savoir, et j'aime bien cette étude, parce que la douleur sur le cardiaque, quand on regarde, il y a des fonctions en ce sont des douleurs, des douleurs autour du sein. Mais finalement, le patient, au début, il a mal au niveau de la sternotomie. Finalement, il a mal derrière, au niveau du prélèvement de la symphonie. Un peu plus continu. Et vous voyez, la douleur, c'est pas que la douleur du site opératoire. Il y a d'autres types de douleurs. Et cette douleur n'est pas la même. Si on parlait, on va beaucoup dans les sternotomie, mais on peut faire de la thoracotomie. On peut faire en T4, en T2. Et donc, selon les chirurgies et les centres, on a différentes stratégies qui vont pouvoir être mises en place. Donc, définissons un plan d'action. Un plan d'action, c'est identifier un patient à nous ne sommes pas tous, c'est de définir une stratégie multimodulaire, loco-régionale, et c'est de mettre en place. On voit dans le cadre de pour qu'ils l'acceptent, qu'ils la comprennent et réévaluer régulièrement ça. Donc, on va agir. Premier concept que je voudrais mettre sur la table, c'est qu'il y a des patients à risque. Et dans cette étude qui a été faite en chirurgie cardiaque, qui a confondu à peu près 1000 patients, vous voyez, ils ont essayé de voir la douleur chronique. On se rend compte qu'elle est entre 6 mois et 1 an à 15%. C'est ce que vous avez sur la gauche. À 3 mois, c'est 30% des patients. Ça diminue un peu à 6 mois à 19% et autour de 1 an. Et surtout, il y a des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qui sont le fait d'être une femme, le fait d'avoir déjà des douleurs chroniques, ça on le sait tous, d'accord, le fait d'avoir un sentiment un peu dépressif, un peu anxieux, d'accord, le fait d'avoir mal en post-opératoire et d'avoir particulièrement mal et d'avoir une consommation élevée de morphine. Donc, vous voyez, il y a des facteurs de risque qu'on peut modifier, la douleur aiguë, la consommation morphinique, et d'autres qu'on peut anticiper, amener au travers de la communication, le côté un peu anxieux, dépressif ou douloureux chronique. Et il y a une chose, il faut qu'on casse, mais je pense que maintenant c'est bien avec nous. Moi, quand j'ai commencé la chirurgie cardiaque, il fallait une anesthésie profonde avec des fortes doses d'opioïdes. On parlait en gamma kilo de poids de patient avant la sternotomie parce que malheureux, la sternotomie se faisait. Et finalement, on se retrouvait avec d'autres problèmes plutôt digestifs et le patient avait toujours mal.
deux études que j'aime bien. Une allemande qui se rapproche un peu des vieilles pratiques, c'est pour ça que je le dis, ce sont des études qui ont évalué le PPI. Donc, on va regarder la dilatation de la pupille et ils ont créé un indice qui évalue une voie de la multiplication qui est coté entre 1 et 10 et en fonction du seuil de cet indice, on sait si le patient est suffisamment analgésé par rapport à la stimulation qu'il reçoit ou si c'est insuffisant ou si c'est trop profond et on va pouvoir adapter le dose de morphine. La première étude, c'est l'étude de gauche. C'est une étude allemande. Je trouve intéressant parce que là, c'est une étude qui est faite sur les dons. Un groupe, on fait comme on fait habituellement, et un autre groupe, on applique l'algorithme que vous avez en haut à droite avec le PPI. Si c'est suffisant, on baisse les doses de sulfata. Si c'est insuffisant, on les augmente. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'ils vont diminuer par 2 la dose cumulée de sulfentanyl, 300 versus 145. Et que cette baisse est associée à une baisse d'utilisation des vasopresseurs. Il y a moins d'hypotension et moins d'utilisation de sur les EVA, je ne vous montre pas, il n'y avait pas de différence. Et une autre étude, c'est une étude que nous avions faite à Dijon, qui était dans le même esprit, et les deux sont sortis en même temps. Mais juste, je vous montre, c'est que dans nos pratiques, on avait déjà des doses qui étaient basses. Dans le groupe contrôle, on utilisait 80 gamma de sucre au total, c'était nos pratiques, et avec le PPI, on est même descendu plus bas à 50. Et c'était significatif. Donc, vous voyez, en utilisant un outil qui permet d'évaluer cette nociception, on ne va pas rentrer dans le débat si c'est bien ou pas bien, c'est la bonne voie de nociceptive, mais on permet de diminuer les doses d'opioïdes utilisées en opératoire. Et quand on regarde la douleur, il n'y a pas plus de douleur. Et on est sur des phénomènes de douleur chronique autour de 10% à 3 mois. Et on peut aller plus loin. Parce que ce qu'on peut faire, c'est que peut-être on peut remplacer ce sulfenta par d'autres molécules. Et donc là, c'est une étude qui est une étude rétrospective à Paris, qui a regardé une anesthésie générale balancée non opioïde, basée sur la lidocaïne, la Dexa, la kétamine, versus une anesthésie générale balancée opioïde. Dans cette étude, il y a à peu près 1500 patients qui ont été à Paris. Et on a regardé particulièrement les complications respiratoires post-opératoires et la confusion. Et effectivement, quand on bannissait, entre guillemets, les opioïdes de sulfata, on avait moins de recours, moins de problèmes respiratoires, moins de recours à de la ventilation sans signe de mortalité ou d'autres problèmes. Il y a des études qui sont en cours, on verra ce qu'elles vont donner, elles ont été finies, elles vont rentrer en analyse. Mais vous voyez, on pensait qu'il fallait absolument un opioïde à forte dose pour faire l'anesthésie et l'analgésie en chirurgie cardiaque. Et finalement, on se rend compte que maintenant, on a d'autres façons d'agir sur cette voie anesthésique. Et donc, il y a des gens qui ont réfléchi. Et donc là, vous voyez, il y a un consensus, c'est plutôt américain, qui dit bien que les hautes doses d'opioïdes ne sont pas nécessaires. Et au contraire, on va avoir avec les hautes doses tous les effets secondaires qui vont nous empêcher d'avoir une stratégie optimale et de pouvoir réhabiliter précocement notre patient. Et que donc, il faut tout faire pour éviter d'utiliser des fortes doses d'opioïdes. Dans ce papier, ils disent qu'il y a à peu près 30% d'effets secondaires avec l'utilisation des opioïdes. Et qu'en plus, alors, dans un système américain, 15% de dépendance aux opioïdes avec l'utilisation de fortes doses. Et donc, il y a eu des recommandations. On avait décidé. En revenant dessus, je pense que la question 5 avant la question 4, mais je pense qu'effectivement, avant de parler de l'anesthésie loco-régionale, je préférais parler de l'analgésie multimodale systémique. Et vous voyez, il est recommandé de la mettre en place. Par contre, dans cette analgésie, il n'est pas recommandé de la penser. Et il est aussi recommandé de mettre en place une stratégie basée sur l'analgésie loco-régionale. Par contre, les cathéters presternaux ne sont pas recommandés. Alors, on réfléchit, et je vous ai dit, cette voie pour intégrer la douleur, et vous voyez, on a plusieurs classes thérapeutiques, plusieurs actions possibles pour pouvoir agir à chaque étage de l'intégration du message douloureux et de sa modulation. Et on a donc les études, et eux, on a aussi les inhibiteurs des LMDA, on a le paracétamol, les inflammatoires, le tramadol, et les anesthésiques locaux ou l'analgésie. À nous de définir cette stratégie, on va voir. Premièrement, l'anesthésie multimodale.
quelle molécule utiliser. L'objet du topo, c'est pas de vous dire faites ci, faites ça. On a un panel. Et je pense qu'il faut définir des stratégies en fonction du sang, du patient, du type de chirurgie et de nos habitudes. Alors, j'aime bien ce travail parce qu'il a repris en fait des patients qui ont été évalués et intégrés dans des programmes ERAS. Et ce qu'ils ont regardé, c'est la consommation totale d'opioïdes par rapport au nombre de molécules utilisées. Et quand on parle d'analgésie multimodale, ce n'est pas de molécules. Vous voyez, ce qui est intéressant sur le schéma, c'est que finalement, quand on regarde la dose totale d'opioïdes consommés, on voit qu'elle baisse quand on commence à associer 2, 3, 4, 5 classes thérapeutiques différentes. Donc, l'analgésie multimodale, c'est vite, c'est pas juste du paracétamol et rien d'autre. D'accord? C'est une association de plusieurs classes thérapeutiques qu'il faut envisager. Et dans ce travail américain, c'est rétrospectif, quand ils regardaient sur la dose totale d'opioïdes consommés, le nombre d'interventions était fortement associé avec la réduction de cette dose totale. Et dans ces médicaments, il y avait la dexmédetomidine et l'anesthésie de contagion. On ne va pas rentrer dans les débats dessus, c'est américain, c'est au USA, c'est différent. Il y a des choses qui, par exemple, la data, il ne faut pas recommander chez nous. Ce travail, je l'ai trouvé assez intéressant. Non pas sur la douleur, je veux dire, le paracétamol diminue la douleur. Ça me paraît, voilà. Mais c'est une étude, alors, qui n'est pas il y a, elle est factorielle, elle a comparé le paracétamol seul, le paracétamol avec la dexmédetomidine seule, ou rien, sur la confusion américaine. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, vous voyez bien, que le délirium post-opératoire diminue avec l'utilisation de paracétamol. Vous voyez, ils avaient piqué 1 heure avant l'entrée en réa, et après tous les 6 heures, et pendant 48 heures. Dans ce travail, Dexdor dexmédetomidine ne marche pas. D'accord? Et vous voyez bien, ça marche, c'est le schéma de gauche, sur la dose totale d'opioïdes consommés après la chirurgie. Donc je pense que le paracétamol reste une bonne molécule, pas seulement pour l'analgésie, mais aussi pour l'effet neuro. Ça, c'est une méta-analyse. Je ne vais pas vous montrer, c'est un peu insupportable à lire, mais c'est, je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai observé, c'est la peur autour des anti-inflammatoires non stéroïdiens, particulièrement en chirurgie cardiaque, parce qu'on a une population âgée, une population qui est morbide, peut-être un problème de rein, la CEC, une modification. Il y a des données éparses, mais finalement, il y a cette méta-analyse qui a, vous voyez, pris à partir de 53 papiers, 11 papiers, et je mets juste leur conclusion, c'est que, en tout cas, si on regarde sur les effets secondaires, d'après cette méta-analyse, avec les limites qu'elle a, il n'y a pas de signal sur le risque rénal, sur le risque d'insuffisance rénale, à partir du moment où on respecte, et c'est ce qu'ont montré l'équipe de Strasbourg, il y a des critères pour l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais je pense que c'est probablement une classe, à mon sens, c'est pour ça que j'insiste dessus, qui est oubliée et pour laquelle on a peur, mais qui est quand même efficace. Quand on regarde la littérature, c'est pas mis en détail des études, ça marche bien. Et ils ne sont pas tous équivalents quand on regarde la littérature. Alors je sais, il y a un PHRC dans le nord de la France qui va débuter sur ça, donc on aura des réponses d'ici 2-3 ans. Au final, il y a une boussole qui va nous guider dans la mise en place d'une stratégie d'utilisation de ces analyses. Elle va être guidée par quoi? Par l'efficacité de la molécule et par son profil de sécurité. Et quand on regarde un peu la littérature, ben, on a le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la kétamine, la lidocaïne, les corticoïdes. Les opioïdes à faible dose, il ne faut pas les oublier, d'accord? Et la morphine. Il a mal, qu'il n'y a rien qui marche, il faut le laisser avoir mal. Je sais que ça a des effets sur le système cardiovasculaire, respiratoire, sur le moyen et le long terme. Donc il ne faut pas laisser avoir mal le patient. Et c'est à nous de décider et de voir par rapport à notre centre, notre équipe, quelle stratégie mettre en place à partir du profil d'efficacité de cette thérapie. Sachant que le plus souvent, c'est ce que je vous ai mis en graphe. Donc maintenant, l'anesthésie loco-régionale. Ben, c'est simple. C'est simple parce que dans 80% des cas, on fait une spermectomie légale. Et il y a eu, alors, aussi en haut,
il y a eu un consensus sur comment nommer ces blocs, puisque notamment les blocs de parois antérieures, il y avait plein de noms. Pour eux, c'est simple, c'est parasternal superficiel ou parasternal profond. Maintenant, voilà, on n'utilise plus, mais les termes, c'est la préférence que j'ai mis en haut à droite, c'est le parasternal, qu'il faut faire de manière bilatérale pour une sternotomie. Ensuite, si vous faites de la thoracotomie, ben, vous allez pouvoir faire des serratus, vous allez pouvoir faire les rectors spirae. Si vous êtes très haut, vous pouvez faire des infiltrations sous la clavicule, puisque vous êtes en deuxième espace intercostal avec des mélanges de pec. D'accord. Sinon, vous pouvez faire des paravertébraux. Et sinon, il y a l'analgésie péridurale thoracique, qui n'est pas recommandée du fait finalement de son profil de sécurité et de sa maîtrise. Alors, ce qu'il en est pour les blocs de paroi, il y a ce métabolisme qui a besoin, en fait, et à regarder dans la littérature tous les blocs de paroi pour les sternotomies. Qu'est-ce qu'elles vous montrent? Ce sont essentiellement des études observationnelles, rétrospectives, il y a peu de randomisés, mais il en ressort que les patients ont moins mal et qui consomment moins de d'opioïdes. Donc, il y a quand même un signal positif dans la littérature pour faire de l'analgésie loco-régionale par bloc de paroi parasternale superficielle profonde. Maintenant, j'ai mis lequel? Parce qu'on a des débats, c'est vrai. Mais malheureusement, je dois être pas très bon. J'ai fait un hématome en faisant un parasternal profond la semaine dernière. J'en fais rarement, parce que je vous avoue que je fais plus du parasternal superficiel. Parce qu'effectivement, nous, on a vu dans notre centre de temps en temps des petits hématomes. Comme il y a ces deux blocs. Et j'aime bien cette étude, c'est une étude qui est sur cadavre, mais qui permet de voir l'espace de diffusion. Et je pense qu'il y a des choses. Ils ont pris 4 cadavres et ils ont injecté au niveau T3, T4, d'accord, 20 millilitres de solution et ils ont regardé la diffusion. Votre schéma au milieu, ça vous montre en fait la diffusion sur les espaces intercostaux du bloc parasternal superficiel en rouge et du bloc parasternal profond en noir. Qu'est-ce que vous constatez? C'est que le profond, il est homogène. Et vous avez vraiment une diffusion, vous voyez, entre T2, T4, T5, chez les câbles. Alors que si on regarde bien, sur le superficiel, on n'a pas une diffusion homogène et pas aussi étendue qu'observée avec le. Alors, en ce qui nous concerne, euh, pour le superficiel, je fais dans cette étude, c'était un point d'injection. Dans notre centre, nous, ce que nous faisons, on regarde l'écho, on fait 2 points d'injection par côté sur la superficie. On fait un T2, on fait 4. D'accord. De chaque côté, donc 4 injections. Pas beaucoup de temps, mais on est en superficiel puisqu'on ne fait pas de parasternal profond. Maintenant, si l'un est supérieur à l'autre, dans la littérature, il semble équivalent. Il y a une étude qui est en train d'être réalisée par l'équipe d'Angers, et on verra ce qu'elle donnera, puisqu'elle est bien évaluée. Elle va comparer en chirurgie cardiaque le parasternal superficiel au profond. Voilà. Dans tous les cas, on fait le bloc, on maîtrise, mais il le fait en ça. Et donc, si on peut synthétiser, voilà comment je synthétiserai ma stratégie. Ma stratégie, c'est d'abord, je vais identifier mon patient par des facteurs de risque. Et ça, c'est avant la chirurgie, sans consultation. Et finalement, je vais mettre en place une stratégie qui est basée sur des protocoles de service et sur des variations selon le patient et la chirurgie. Et elle va être basée sur l'analgésie multimodale et l'anesthésie générale multimodale. Parce que ça commence au bloc. Avec au départ de la chirurgie, une anesthésie loco-régionale par bloc parasternal avant la fusion. D'accord. Si pour moi le patient a des risques respiratoires, il est vrai que je vais plutôt sur une anesthésie générale balancée non opioïde. Ce que vous appelez l'OFA, mais j'ai arrêté d'appeler OFA parce que c'est du business, mais ça va rien. Ouais, c'est de l'analgésie, parce qu'en fait, le patient, on traite les différentes voies et modalités d'acquisition par des molécules qui sont non opioïdes. Et dans ce cas, si un patient à risque respire, un peu âgé, fragile, effectivement, on peut discuter, on verra ce que nous dira les études, de l'anesthésie générale balancée. Sinon, on fait l'anesthésie générale balancée, mais il n'y a pas besoin de mettre d'opioïdes. Et peut-être qu'intégrer dans notre démarche des outils d'évaluation de la dissociation, si on a peur, permettra de baisser nos doses, de se rendre compte, d'en se rendre compte,
Quand la spermatomie elle est pas mal, mais par contre, souvent, c'est qu'on veut remonter à la toute fin. On avait tendance à avoir tout baissé, et finalement, à la fin, il y avait un- voilà. Il faut anticiper. Et donc, anticiper, c'est paracétamol, anti-inflammatoire non stéroïdien systématique. Et après, bah, si vous êtes tramadol, des FEPAM, en respectant les contre-indications de chaque molécule, vous les utilisez. Est-ce qu'il a mal? On utilise un opioïde. Parce qu'on n'est pas là pour bannir la morphine. On est là pour l'utiliser de manière optimale. D'accord? Il faut surtout pas laisser le patient attendre. Et puis, ça, c'est la petite ouverture de la fin. C'est que quand on réfléchit à tout ça, bah, c'est le système nerveux autonome et on se dit que peut-être, et on voit dans la littérature apparaître des choses, alors plutôt dans les pays de l'Est ou vraiment à l'Est, sur l'anesthésie du ganglion stellaire pour modifier le système nerveux autonome. Et je vous ai mis ça parce que quand on regarde dans l'anesthésie, il y a des études randomisées qui montrent que les patients ont un meilleur sommeil, ils ont moins mal, ils ont une reprise du transit qui est de meilleure qualité. Et il y a une méta-analyse dans le JACC, qui est un petit journal, qui montre qu'il y aurait peut-être un effet sur l'incidence de la faim post-opératoire, parce qu'on diminuerait l'hyperactivité. Ça, c'est pour ouvrir l'esprit et pour aller chercher un peu plus loin sur l'anesthésie de 2030. Et donc, pour ceux qui ont un peu de curiosité, je vous invite à lire, ça peut être intéressant. Donc, au final, notre stratégie, elle est basée sur l'identification des patients à risque. D'accord? Parce que eux, on va intensifier notre stratégie. C'est dans tous les cas une anesthésie qui est basée sur les faibles posologies d'opioïdes en opérateur ou une anesthésie générale non opioïde balancée. D'accord? Systématiquement l'anesthésie loco-régionale avant que le chirurgien pose son discours. Et on met en place une stratégie multimodale périopératoire post-opératoire qui inclut au moins une tranche de la système. Un, INS s'il n'y a pas de contre-indication. Après, comme vous voyez, tramadol, femme, et pas bannir la titration en opioïdes s'il y a besoin. Des fois, moi, dans mon expérience, il suffit de titrer 2 mg et derrière, il n'y aura plus rien. On passe juste un temps. Mais on ne laisse pas un patient. Voilà. Je vous remercie.